ça a commencé devant la mer Méditerranée, à un moment où je visitais une amie de ma mère en Sicile, dans un très bel endroit. Et cette amie est liée à plusieurs autres amies de ma mère qui se sont toutes rencontrées pendant leur enfance et adolescence à Tunis et qui sont restées liées entre elles, mais qui ont vécu des vies très différentes, puisque donc celle-ci a vécu en Sicile, elle est italienne, elle est sicilienne. Une autre est partie à Tel Aviv, l'autre à Princeton, et elles sont toutes plus ou moins passées par Paris. Je crois que je n'oublie pas d'autres villes. Et en allant voir cette femme, cette dame, cette amie, parce que c'est une amie personnelle aussi, j'ai été frappé par ces liens qui avaient résisté au temps à partir de Tunis. Et malgré l'éloignement, les différentes langues, les lieux aussi différents que Palerme et Tel Aviv, qui s'étaient maintenus. Et qui s'étaient maintenus en particulier autour de ma mère, qui elle est restée à Paris, entre autres, et qui a une certaine fragilité par rapport aux 4 autres, et qui en fait a peut-être fait le lien entre elles. Et donc cette idée-là des amis de ma mère est née à ce moment-là, c'était il y a maintenant un bon moment, peut-être 7 ou 8 ans. Et c'est devenu une idée qui m'a probablement hanté. Enfin, les idées, ça s'abandonne assez vite. Et là, c'est devenu une idée probablement directrice, enfin, qui a dirigé beaucoup de mes pas, de mes intentions. Et j'ai fini par aller les voir, ces 4 amis, et par questionner ma mère autour de leur enfance à Tunis. Ce qui a donné lieu à des voyages. Donc je suis allé effectivement de nombreuses fois à Tel Aviv, à Princeton, qui est devenu Berkeley dans le livre, mais ça n'a pas grande importance. Enfin aux États-Unis en tout cas, à Palerme, et enfin à Tunis, ce qui a été le plus émouvant dans le fond. Je suis allé retourné 2 fois à Tunis, donc une fois en bateau. Et autour de ces voyages très, très réels, enfin que j'ai fait effectivement, et qui ont été pour moi des expériences très importantes, en particulier en Israël, mais aussi à Tunis et toujours aux États-Unis et aussi à Paris. Enfin, tout ça a donné lieu à du texte qui est dans le fond le journal des amis de ma mère, enfin le journal du livre en train de se faire. Et de fil en aiguille, ça a donné un livre. Alors ça c'est évidemment le plus important, parce que là j'ai parlé de choses assez périphériques, mais qui au départ m'ont passionné, et puis qui donnaient une dimension justement pas du tout intime, puisque je pensais à l'histoire, voilà, 1950, voir la dernière guerre mondiale, l'histoire de géographie aussi, enfin des tas d'histoires qui étaient assez périphériques, mais qui en fait étaient au centre d'un noyau tout à fait intime, puisque il s'agit de ma mère, et que je tiens beaucoup à ma mère, qui est toujours pour moi très liée à la littérature, puisque on a toujours considéré que ma mère m'avait transmis la littérature, ce qui est assez vrai. Et donc il se trouve que dans le même temps que j'écrivais ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire
Elle est un peu plus âgée que moi, comme je dis, elle est nécessairement un peu plus âgée que moi, puisque c'est ma mère. Et fragilisée par l'âge, bien sûr, mais il se trouve qu'elle est tombée malade dans le fond, enfin, elle a traversé une épreuve assez difficile. Et c'est sûr qu'en écrivant autour de ses amis, j'ai écrit aussi autour d'elle. Et probablement avec cette espèce de foi tout à fait discutable, comme toutes les foi, que le langage, que la littérature, que la poésie pouvaient leur donner à ma mère et à ses amis une seconde vie, voire une vie éternelle, qui sait. Enfin, c'est sûr qu'il y a dans l'idée d'écriture, je pense qu'il y a une sorte de mystique du langage dans ce que j'écris. Ça touche d'ailleurs le religieux, puisque je fais beaucoup de citations de la Bible, entre autres. Mais j'entends pas le religieux comme quelque chose d'autonome. C'est vraiment dans le langage que, dans une certaine foi d'un langage, une foi extrêmement fragile, puisque même là, à l'heure actuelle où je parle en plus sans avoir écrit, ce qui est très troublant pour moi, parce que j'ai l'habitude d'écrire et de ressasser 1000 fois ce que j'ai écrit pour arriver à une phrase, alors que la parole est évidemment immédiate et sans filet. Donc la foi dans le langage, effectivement, quand on parle, par exemple, il faut au moins donner l'impression qu'on croit en ce qu'on dit. Et c'est pas toujours évident, en fait, c'est extrêmement fragile. Et ça, je pense surtout que ça dépend de cette foi. C'est-à-dire que la foi, je crois que la foi est à l'intérieur du langage comme le vent dans les voiles, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage sans une certaine crédulité envers la signifiance de ce qu'on dit. Voilà. J'ai écrit que l'identité, le mot d'identité me fait peur comme la vue du sang. Effectivement, j'aime pas du tout ce mot d'identité. Il y a identique dedans, il y a l'idée d'une fixeté, il y a quelque chose de redoutable dans cette identité. Alors, il se trouve effectivement que ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire que la mère de ma mère, était considérée, alors elle, indiscutablement comme juive. Elle s'appelait Gisèle Cassuto. Elle vivait au départ à Tunis, puis à un certain nombre d'endroits en France. Et donc, si on en juge par rapport à la loi juive, ma mère étant sa fille et moi étant le fils de ma mère, je peux être considéré comme juif. Et j'ai fini par le considérer moi-même et par m'engager aussi loin que possible, même si c'est loin d'être fini, dans la recherche d'une certaine judéité. Ce qui m'a amené à apprendre l'hébreu et à lire la Bible en hébreu et à lire un certain nombre de commentaires de la Bible, parce que la Bible c'est pas tout loin de là. Et effectivement, ce voyage autour des amis de ma mère et autour de ma mère a aussi tourné autour de cette question de l'identité juive. Encore une fois, j'aime pas le terme identité, mais j'aime bien le mot juif, probablement. Le signifiant juif, comme dit Alain Finkielkraut quelque part. Mais justement, en tant qu'il n'est pas fixe, qu'il n'est pas fixable. Et je pense que beaucoup de ce que j'écris autour de ça est fait de contrastes. Effectivement, si quelque chose de moi transparaît dans le livre, c'est une évidence aussi, c'est pas un but premier, puisque
c'était une dynamique autour encore une fois, d'un objet extérieur. C'était les amis, c'était l'histoire, c'était ces 4 ou 5 villes, ces aventures. Maintenant, effectivement, il y a une attention prêtée à ce qu'on appelle le narrateur, et le fait que, dans le fond, les histoires, alors c'est peut-être une question d'époque, mais ne sont jamais aussi prenantes que quand elles sont narrées par un témoin. Donc je prends des exemples, il y a un chapitre qui tourne autour de ça, sur Moby Dick, avec Ismaël, Call Me Ismaël, enfin, le début de Moby Dick, ou avec même le début de Madame Bovary, enfin, je n'ose pas parler de Marcel Proust, mais disons que la question du narrateur qui donne sa vérité au texte est importante. Mais c'est pas pour donner quelques dimensions positives au narrateur, c'est parce que c'est pour témoigner de l'expérience de vie qu'il rencontre, enfin il me semble. Ça me ferait plaisir que ce soit aussi un livre d'études talmudiques, mais j'ai pas l'impression d'en être là, mais disons, j'aimerais en tout cas que l'étude, les passages qui concernent la Bible ou l'étude, soit éprouvé comme quelque chose de aussi intime et charnel que les passages concernant les voyages, parce que ce sont des formes de rencontres avec de la pensée, avec du texte, avec un texte qui est parfois extrêmement surprenant et sauvage, qui peut être sauvage, parce que la Bible est, en particulier la Bible, le Talmud est beaucoup plus surprenant, mais beaucoup moins sauvage. Le Talmud, tandis que la Bible est vraiment d'une cruauté sans pareil. Donc, évidemment, se confronter, en particulier aujourd'hui, dans un monde très apparemment feutré, probablement très hypocrite et très faux à certains titres, la Bible, elle donne une violence, effectivement. En gros, le coupable est toujours puni de mort. Enfin bon, c'est assez cash, comme on dit. Donc, la rencontre de ces textes, si on veut bien les lire, c'est-à-dire se pencher dessus, se pencher sur l'hébreu, donc sur les ambiguïtés, sur tout ce qui fait la saveur de l'étude juive, qui fait que justement le texte n'est jamais fixé. Je reviens à ce que je disais au début. Rien n'est fixé. On parle du Dieu vivant. Alors c'est une formule qui est devenue tellement une formule que ça ne veut plus rien dire. Mais quand on lit vraiment et quand on étudie vraiment, c'est ça qu'on éprouve. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une recette, jamais dans une loi, au sens d'une loi comme un mode d'emploi qu'il suffirait d'appliquer. C'est plutôt un enseignement qu'on recherche. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit là, dont toute cette forme d'expérience de vie qui était de chercher les amis et d'écrire ce qui se passait pendant ce temps, ça n'a évidemment de justification d'être publié, j'espère, que si ça accède à une forme. Donc moi j'écris depuis fort longtemps, j'ai très peu publié, heureusement pour vous, enfin ça vous pouvez couper. Mais c'est vrai que j'ai l'idée que cette production de phrases doit aboutir à une forme que j'appellerais poétique. C'est-à-dire que je travaille, si on veut, c'est un travail
beaucoup à l'oral, je relis beaucoup tout haut. Et donc la musicalité, le rythme des phrases est primordial pour moi. C'est vrai que j'aimerais bien arriver à quelque chose qui emporte dans le fond, qui emporte uniquement par le rythme du texte. Ce qui est d'ailleurs un pôle qui peut paraître antagoniste par rapport à l'idée d'expérience réelle, c'est-à-dire l'important c'est que ça soit vrai, que je sois vraiment allé à Tel Aviv ou je ne sais où. Et puis d'un autre côté, le pôle opposé, c'est l'important c'est que ça soit du texte. Et je cite au début Valère Novarina, qui dit considérer les mots comme une matière, et ça m'avait beaucoup touché, cette espèce de foi dans le langage. Je reviens à cette question de la foi. Qui fait que... Alors il y a donc la coïncidence idéale, serait la coïncidence des deux. Je cite Moby Dick parce que Moby Dick pour moi est un exemple de cette dynamique, c'est-à-dire qu'on sait que Melville était vraiment sur des baleiniers, et que ces descriptions, à mon avis, de la chasse à la baleine sont des documents historiques passionnants, mais en même temps, si j'ose dire, c'est profondément poétique et voire métaphysique. Donc c'est évidemment un idéal de texte. C'est-à-dire que la rencontre d'une forme avec une impression de réel. Voilà. C'est ça.